L'actualité du jour sur Kivu Morning Post, bonjour et bienvenue. Au sommaire, la 123 confirme sa participation au pourparlers des Doha prévu en Suisse du 13 au 17 avril 2026 et dévoile une délégation élargie marquée notamment par la présence remarquée de Claude Ibalanki dans un contexte de recrudescence des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. À Ouvira, la nouvelle société civile congolaise accuse les gouverneurs Jean-Jacques Pouroussi de mégestion, exige un audit à Kinshasa et menace de lancer des manifestations. C'est tout pour les sommaires. Nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue, si c'est pour la première fois que vous nous suivez, la F123 confirme sa participation pour parler des Doha, prévu en Suisse du 13 au 17 avril 2026 et dévoile une délégation élargie marquée notamment par les présences remarquées de Claude Ibalanki dans un contexte de recrudescence des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jospin Hangui nous fait le point. Dans une correspondance adressée à Mohamed bin Abdulaziz Al-Koulaifi, ministre d'État qatari chargé des Affaires étrangères, et signée par Bertrand Bissimois, le mouvement politico-militaire AF123, indique que sa délégation sera composée de 6 membres officiels. Cette délégation est dirigée par Benjamin Bonimpa, secrétaire exécutif du mouvement. Les 5 autres membres sont René Abandi, Jean-Paul Chaka, Jean-Pierre Alumba, Omokoko, Dona Mugonza et Fred Kagorora. À cette équipe politique s'ajouteront 6 experts, parmi lesquels des nouvelles figures très connues en RDC. Parmi eux, Claude Ibalanki et Colomba, ancien ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi et ancien coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Sa présence au sein du groupe d'experts retient particulièrement l'attention. Fin janvier, il a été vu aux côtés de Corneille Nangaa à Goma. Autre personnalité, Franck Mwedi Malila Apenela, ancien vice-ministre à la coopération internationale et à l'intégration régionale de 2014 à 2016, vice-ministre du plan de 2016 à 2017, puis ministre du tourisme du 10 avril 2017 au 9 septembre 2019. Des nouvelles figures qui changent la configuration de la délégation de la F123 dans ces rounds très importants. Outre Justine Mbabazi Roukeba, Cédric Fiema, Pondou Yangi, Chantal Mourekatete Kaitaba et Jean-Félix Moupandi Kapwa font partie de la délégation comme experts. Dans sa lettre, la F123 dit se réjouir de la poursuite de ce dialogue qu'elle juge essentiel à la consolidation de la paix et de la stabilité à l'est de la RDC ainsi que dans la région des Grands Lacs. Le mouvement insiste par ailleurs sur l'impérieuse nécessité d'accorder des garanties, des protections juridiques et sécuritaires écrites à l'ensemble des membres de la délégation et aux experts appelés à participer à ces pourparlers. Ce nouveau round de pourparlers en Suisse s'ouvre alors que des combats sont signalés dans l'est de la RDC. Ce week-end, des affrontements ont eu lieu dans les territoires de Massissi et de Kalehe. Dans le haut plateau de Minimbo au sud Kivu, des bombardements d'avions de chasse de l'armée congolaise se sont intensifiés contre les zones sous contrôle des combattants Turaniho alliés à la FCM23. Nous parlons toujours de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une interview accordée à The New York Times, le coordonnateur adjoint de l'Alliance Fleuve Congo, F123, a indiqué que le mouvement s'est défini comme un cadre politique provisoire destiné à rassembler des Congolais ici de partis politiques, des mouvements citoyens, de la société civile. Bertrand Bissimois affirme que cette structure vise à dénoncer la mauvaise gouvernance, la légitimité contestée du pouvoir et l'incapacité de l'État à répondre aux défis du pays. Le président d'I123 précise que l'AFC pourrait évoluer vers une autre forme d'organisation tout en maintenant les 123 présentés comme le fils aîné du mouvement selon Corneille Nangaa. Il y a d'autres Congolais qui ont soulevé d'autres problèmes qu'ils
constatés dans le pays, notamment la mauvaise gouvernance, les problèmes de légitimité du pouvoir en place et les problèmes d'incapacité des gouvernants à résoudre les problèmes de notre société, eh bien, ils sont venus se joindre à nous. Et ensemble, nous avons décidé de créer un nouveau cadre où nous allons accueillir tout le monde, parce que, évidemment, tous ces Congolais-là, certains avaient des partis politiques, d'autres avaient des mouvements citoyens, d'autres étaient dans la société civile, et d'autres c'était des personnalités politiques et qui ont décidé de nous joindre. Alors nous avons dit, écoutez, nous créons d'abord dans un premier temps un cadre qui nous accueille nous tous, qui nous permet nous tous de nous exprimer, et d'exprimer ce que nous voulons pour ce pays, d'exprimer nos rêves et de dénoncer également le mal qui mine le pays et qu'ensuite cette structure-là pourra évoluer vers autre chose. Donc c'est une structure temporaire que nous avons créée qui s'appelle AFC. Alors comme la base de l'AFC, l'AFC c'est l'Alliance Fleuve Congo, comme la base c'était l'M23, nous avons gardé à côté les noms du M23 parce que l'M23 c'est en quelque sorte ce que notre coordonnateur a l'habitude d'appeler le fils aîné de l'AFC. Je l'ai annoncé au sommaire de l'actualité du jour à Ouvira, la nouvelle société civile congolaise accuse les gouverneurs Jean-Jacques Pouroussi Sadiki de mégestion et d'opacité financière. Ce coordonnateur Mafikiri Massimango dénonce un détournement présumé des fonds et exige la réaffectation des taxes pétrolières à la réhabilitation des routes et des services sociaux. L'organisation appelle Kinshasa à diligenter un audit urgent et menace d'organiser des manifestations et surtout des journées villes mortes en cas d'inaction. On est aujourd'hui le 12 avril 2026. Nous avons appelé parce que tout simplement il y a une question urgente. Comme vous le savez, cette taxe-là est collectée effectivement par les pétroliers en vue de financer les différents projets de reconstruction des routes dans différents milieux respectifs. C'est pourquoi il faut quand même préciser, les pétroliers d'Ouvira se sont quand même mis d'accord avec le gouvernement provincial pour essayer un peu de collecter cette taxe en vue, si vous voulez bien, de faciliter la reconstruction de la ville, disons, et du territoire d'Ouvira. Malheureusement, nous sommes d'abord surpris sur trois choses. La première chose, l'argent, les 100%, cet argent-là collecté, qui doit servir pour la reconstruction des différentes routes dans la ville territoire d'Ouvira, pourquoi pas Baraka, mais nous sommes étonnés que cet argent-là maintenant est divisé entre le gouvernement provincial et la reconstruction des différentes routes dans la ville comme territoire d'Ouvira comme Fizi Baraka. Parce que c'est étonnant que les 100%, l'argent collecté, cette taxe a comme objectif de pouvoir collecter cet argent et travailler, et que cet argent soit affecté dans le cadre de la reconstruction des différentes routes du milieu. Malheureusement, nous sommes surpris que le gouvernement provincial du Sud-Kivu vient de décider à ce que cet argent soit divisé en deux. Or, maintenant vous allez voir, on a pris sur 100% cet argent, 35% frais de fonctionnement pour le gouvernement provincial, 8% pour le fonctionnement, si vous voulez bien, des services d'hydrocarbures, et autre 7% pour les comptes des pétroliers. Et là, on disait maintenant, trop c'est trop. Or, vous allez voir que ça reste à peu près 49 ou 48% pour la reconstruction de la route. Et là, on se dit maintenant, trop c'est trop. Or, il y a un principe sociologique qui dit que, c'est-à-dire, nous, en tant que bureau de la coordination, on s'est dit maintenant, on appelle les journalistes, on doit faire le peuple de presse pour dire non, l'argent est réservé uniquement pour la reconstruction et non pour les frais de fonctionnement. On n'est pas d'accord. Dans ces cas, nous allons appeler demain qu'on a détourné l'argent parce qu'effectivement, ça c'est injurier les efforts que la population fait, les efforts que les pétroliers font pour quand même pour contribuer cet argent-là. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, la province vient de décider que on va commencer, l'argent, on doit payer la taxe de $842 ou à $1000. Nous, on s'est dit, est-ce que c'est ça la priorité? D'abord, depuis qu'on a commencé à collecter les $842,
Qu'est-ce qui a été déjà fait au niveau provincial? Je vous dirais que c'est zéro. Troisième élément, c'est la question maintenant importante aussi. C'est ce qui est encore grave, parce que parfois on doit se dire la vérité chez les journalistes. La question maintenant de cet argent. Les informations que nous avons à notre possession est encore vérifiable dans les comptes de cette taxe-là, parce que le compte est géré par les pétroliers ainsi que par le gouverneur de la province. Quittant l'est de la RDC, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, a suggéré une implication accrue des églises dans les financements des petites et moyennes entreprises. Il estime que cette pratique existe déjà au sein des communautés, mais qu'elle reste principalement orientée vers les activités spirituelles. Selon lui, une réorientation vers l'économie pourrait contribuer à la transformation de la société. Mon propos, je crois que si vous reprenez la version longue, et il y a eu 3 minutes où je me suis exprimé sur quelque chose de manière précise. C'était une conférence sur le financement innovant des PME, puisqu'on parlait d'un concept qu'on appelle ailleurs, qui existe, qu'on appelle le crowdfunding. Et le modérateur voulait savoir s'il y avait une définition dans nos langues nationales de ce concept crowdfunding. Ce concept-là, en réalité, existe chez nous et ça s'appelle Mabonza, Tsinsani. Pourquoi? Parce que c'est le même principe. Quand vous allez à l'église, quand c'est le moment des offrandes, les gens utilisent leurs avoirs et financent une activité. Sauf que cette activité-là, c'est une activité spirituelle, une activité religieuse. Et j'ai dit que la finance est née de ce même principe-là et dans ce même lieu, mais pour une communauté qui n'était pas une communauté chrétienne, une communauté juive du Moyen-Âge. À l'époque, était interdit de faire des métiers qu'on appelait des métiers nobles. Et ils pratiquaient des métiers d'artisans, de boulangers, ce qu'on appelle les petits métiers. Et que ce soit dans la religion musulmane ou la religion catholique, le commerce de l'argent était interdit. Il n'y avait que la communauté juive qui la pratiquait, mais de manière plus ou moins rudimentaire. Il eût fallu qu'un rabbin décide de transformer ces mabonzas et ces dîmes en partie pour financer les activités économiques de sa communauté, de manière à les faire croître. C'est comme ça qu'est née la finance. Et vous verrez que pour une partie des mabonzas, l'argent ne quittait plus les poches de ces juifs-là pour aller financer les œuvres de la synagogue, mais ça restait la propriété des fidèles pour aller prêter à un membre de la communauté qui avait un projet. À la suite de cela, on a dû inventer la comptabilité à 2 colonnes, c'est-à-dire les dépôts avec le nom des déposants et les crédits avec les créanciers. Et ça créait de la richesse au niveau de cette communauté. À telle enseigne que c'est cette communauté qui s'est mise à prêter de l'argent aux rois et aux princes de l'Europe. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers instruments financiers, les billets à ordre, et j'en passe. Donc ce que je disais là, je n'invente rien. Je dis juste qu'on a un mécanisme qui existe depuis des siècles à notre portée, qu'on n'applique pas. Maintenant, c'est un débat que je lance. J'ai juste dit, imaginez que nos églises s'approprient de cela, de ce principe qui existe. D'ailleurs, chaque dimanche, il y a ce potentiel-là. On peut trouver au sein de chaque communauté des gens qui ont des projets. On met 2 paniers. On met un panier pour financer le projet, puisque ça existe. Hein. Moi,
Moi, je vais à l'église, on dit, bon voilà, il y aura un panier pour la quête ordinaire et un autre panier pour qu'on repare le toit de l'église. Ça existe. Mais si on transforme de dire le panier pour réclamer le toit de l'église, mais c'est le panier pour financer le projet de notre frère un tel qui veut ouvrir une boulangerie. Il va financer, il va rembourser, il va créer de la richesse et tout ça. C'est pour dire que la banque est venue de l'Église, en d'autres termes. Et quand les Juifs l'ont fait, l'autre institution qui l'a suivi immédiatement quand ils ont compris le système, c'est le Vatican. Que si les Églises arrêtaient de s'occuper de la politique pour s'occuper de l'économie, c'est là que viendra la transformation de notre société. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé 1,25 milliard de dollars sur le marché international grâce à un premier eurobond souverain. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a présenté le projet qui seront financés par ces fonds, notamment dans les infrastructures et les développements. Il affirme que cette opération reflète la crédibilité des finances publiques du pays et marque une étape importante pour son accès aux marchés internationaux. Et donc, ce n'est pas les milliards qui nous serviront, parce que nous l'avons déjà eu l'année passée. Et nous l'avons mobilisé. Qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons la reconnaissance du travail acharné de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un travail de redorer les blasons ternis de la République démocratique du Congo. Ces pays peinent toujours à l'extérieur comme un arbre de guerre à l'est de notre pays. Ces pays dont, lorsqu'on les voit, on pense à ces milliers de femmes qui sont violées. On pense à ces enfants qui sont amputés des bras. On pense toujours à ces pillages de ressources premières orchestrés par les pays voisins. C'est ces pays dont l'on présente toujours celui dont la corruption est parfois présentée comme une gangrène, en ignorant les efforts inlassables qui ont été fournis depuis 2019. C'est dont nous célébrons, c'est la reconnaissance que le risque crédit de la RDC s'est amélioré dans le sens d'attirer les investisseurs et que les différentes réformes qui ont été implémentées depuis 2019, consolidées et accélérées par le gouvernement qui est entré en fonction depuis juin 2024, sont reconnus par le monde de la finance internationale. Nous célébrons cela. Pourquoi? Parce que nous venons de bâtir et de construire une courbe de taux pour notre économie. Avant les rebonds, ne sera pas après les rebonds en termes de coûts de crédit pour l'État lui-même. Et je vais vous en parler au cours de cette conférence de presse. Et donc, à l'entrée de cette séance, je voudrais rendre mes hommages les plus vibrants à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a crié dans les génies congolais, parce que cet eurobond a été réalisé par des jeunes de l'administration de finances. Ils ne sont pas au nombre des 3 qui ont mené l'opération, accompagnés de leurs autres collègues qui sont ici et que nous allons présenter. L'eurobond n'est pas un endettement simple où vous pouvez vous réveiller un matin, aller échanger avec Black & Rock, aller parler avec Morgan Stanley, avec JP Morgan Chase et obtenir sur la table 5 milliards de dollars. Beaucoup de gouvernements avant nous l'ont essayé. Pour ceux qui sont de ces ministères comme nous, nous nous rappelons de l'époque du cabinet Lazare. Un ministre des Finances l'a osé, il ne l'a pas réussi. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. On s'y retrouve d'ici là pour d'autres nouvelles sur votre chaîne. Portez-vous bien.